Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je ne suis pas droit, je vous remercie de me retrouver chez moi, et un peu chez Safran quand même. Faut-il encore le rappeler? Pas sûr. Vous savez, sur cette chaîne, je parle fréquemment de l'éducation nationale pour des raisons très simples, c'est que je suis fils d'une prof à mi-temps toute sa vie, et que la majorité de mes amis, la quasi-totalité de mes amis, travaillent pour l'éducation nationale, sauf ceux qui ont décidé de s'en éloigner pour passer des concours de l'administration, pour fuir du coup ce milieu. Et malheureusement, il s'est encore passé quelque chose d'absolument intolérable, à savoir qu'un enseignant ou une enseignante a de nouveau été poignardé. Ces jours ne sont plus en danger à l'heure à laquelle je vous parle, a priori en tous les cas, parce que vous allez voir cette vidéo quelques jours après le moment où je la sors. Et ça pose quand même pas mal de questions. Alors, j'avais déjà évoqué une affaire à peu près similaire il y a 3 mois, et vous savez que je déteste me répéter. C'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Les oiseaux chantent fort. Aujourd'hui, c'est très charmant pour moi, mais voilà, je vais fermer pour que ça ne vous dérange pas pendant l'épisode. Des fois que des gens soient dérangés par des bruits d'oiseaux. Et finalement, je m'étais dit, bon, bah, cette affaire-là, je vais pas la traiter parce que qu'est-ce que je peux en dire de plus? Et puis en fait, il y a autre chose finalement qu'on peut en dire sur justement les croyances qu'on peut avoir sur l'éducation des enfants, des adolescents et des adolescentes. Mais avant cela, France Info, du coup, qui explique qu'un élève de 3e a donc poignardé à Sanary-sur-Mer, c'est dans le Var, le 3 février, sa professeure d'art plastique à plusieurs reprises, en pleine classe, 2 fois au ventre, 1 fois au bras, je crois. L'enseignante de 60 ans est entre la vie et la mort. Le parquet écarte toute motivation religieuse ou politique. Donc voilà, moi l'article que j'ai lu quelques heures après, je crois qu'il avait été partagé par Le Figaro, c'est sûr même, c'était sur Le Figaro, je l'ai lu. A priori, ces gens ne sont plus en danger aujourd'hui. J'espère que le jour où vous regarderez cet épisode, son état ne se sera pas dégradé, qu'elle sera toujours parmi nous. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Bref. Une agression qui s'est déroulée en plein cours dans une classe de 3e. Un élève de 14 ans a asséné au moins 3 coups de couteau au niveau du torse. Sa professeure d'art plastique. Elle s'est effondrée, elle a été évacuée à l'hôpital. Et puis un collégien explique avoir entendu des cris, que tout le monde courait, la prof était par terre en sang. Bon, voilà, ça c'est un peu putassier, ça m'intéresse pas du tout de lire des trucs sordides comme ça, juste pour faire du clic. Le geste du collégien était-il prémédité? Et on nous dit que c'est un élève qui pouvait être perturbé ou perturbateur dans certaines disciplines, on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. On sait qu'après il a lâché le couteau, il s'est enfui dans les toilettes, il a pleuré en disant « j'ai poignardé un prof », c'est ce que rapporte Tania Kolodziej, j'espère bien le prononcer, professeur de sport au collège qui a prodigué les premiers secours à sa collègue blessée. Selon certains élèves, le garçon aurait annoncé son geste. Et un collégien dit par exemple qu'il disait à chaque fois aux collègues de sa classe « je vais la poignarder, je vais la buter, je suis déterminé », bref. On va revenir bien sûr là-dessus, parce qu'il faut revenir justement politiquement sur ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement là-dessus que je vais axer cet épisode. C'est pour ça que je refais un épisode sur ce type de faits divers, parce que je pense qu'il y a autre chose à dire. Je pense que la dépolitisation dans laquelle on est en train de vivre actuellement produit du coup des discours qui sont des discours évidemment dépolitisés, qui nous poussent à aller chercher des explications et des solutions là où il ne faudrait pas aller les chercher. L'élève n'était pas connu des services de police. En revanche, il a été suivi par un juge des enfants pour des problèmes familiaux. Le procureur confirme le différend avec sa professeure et on le cite « Il n'y a aucune connotation ni religieuse ni politique qui apparaissent, peut-être une des raisons pour laquelle l'extrême droite se fiche de ce fait divers-là à l'école spécifiquement. On sait seulement après, je ne vais pas me plaindre que des faits divers fassent pas comme ça la une, parce qu'on vit quand même on vit dans un monde en France qui est quand même relativement calme, relativement serein. Alors je dis pas qu'on n'a pas des défis à relever, loin s'en faut. Je dis pas non plus qu'il faut minimiser ce genre d'actes, et je ne dis pas qu'il faudrait prétendre que ça n'arrive pas. Simplement, voilà, heureusement que ce sont des faits qui sont rarissimes en France. C'est aussi pour ça que ça fait la une des faits divers. Je peux le comprendre, même si je le regrette, je le comprends. C'est des choses qui sont tellement rares que quand ça arrive, quand ça survient, on est dans une forme de sidération cognitive. On se dit, mais c'est pas possible, un enseignant est poignardé dans sa classe, il faut pas qu'on s'y habitue. Il y avait un épisode de South Park incroyable là-dessus, où la mère de Stanley était complètement paniquée parce qu'il y avait de nouveau eu une tuerie de masse à l'école de South Park, et puis en fait tout le monde s'en fichait en mode, vraiment, oui, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, il faut pas qu'on en arrive là, bien évidemment. Donc bref, il n'y avait aucune connotation ni religieuse ni politique. On sait seulement qu'il y avait eu des tensions avec cette enseignante ces derniers temps qui lui en voulait a priori d'avoir fait des rapports à son encontre. Le professeur a été opéré dans l'après-midi, bref. Et donc l'adolescent est en garde à vue bien sûr pour tentative d'assassinat. Voilà. Donc là, on en était là. Alors, le ministre actuel de l'Éducation nationale, Édouard Gefrère, a pris la parole là-dessus, et ce qu'il a déclaré, je suis désolé, le son ne sera pas très très fort, vous savez qu'il y a toujours une différence entre le volume de ma voix et le volume de la vidéo, mais voilà, ce qu'il en dit est assez nul. Donc Édouard Gefrey. Malheureusement, ce que ça dit, c'est que quand bien même vous interceptez des couteaux, l'interception du couteau ne fait pas l'interception du criminel, et quand vous êtes sur un acte
malheureusement imprévisible, isolé comme celui-ci, vous ne pouvez pas, le risque zéro, clairement, n'existe pas. Donc, Il s'est repris, hein, et il a bien fait de se reprendre, parce que quand il dit vous ne pouvez pas intervenir, bah si, en fait, on peut intervenir avec des décisions politiques. En fait, on peut intervenir, là, typiquement, dans ce collège-là, s'il y avait eu plus de personnel de l'éducation. Si on leur donnait plus les moyens de pouvoir communiquer avec les élèves, ils auraient su qu'en fait, un élève discutait avec ses camarades du fait qu'un jour, il voudrait planter une de ses enseignantes, comme il le disait, il l'aurait su. Et on va revenir là-dessus. Bon. Qu'on s'entende bien, l'extrait que je vais vous passer maintenant, c'est celui qui a motivé ma volonté de discuter un tout petit peu avec vous de ce qui est en train de se passer et de la façon dont on gère collectivement ce type de fait divers. Je n'en veux absolument pas à la personne qui intervient, qui est une enseignante. Elle est très, très, très en colère et on comprend. Hein, c'est une enseignante qui travaille peut-être dans le même collège, je ne suis même pas sûr, mais bon, peut-être, peu importe. Et elle dresse finalement un portrait qui a une visée de diagnostic finalement, qui permettrait, d'après elle, d'expliquer un petit peu ce qu'il se passe. Et je ne lui en veux pas, et je vous invite à ne pas lui en vouloir, à ne pas mépriser son discours, à ne pas, en rire ou quoi que ce soit, parce que lorsque vous enseignez et que 3 fois par an vous apprenez qu'un enseignant est poignardé, et que collectivement il ne se passe pas grand-chose, vous pouvez vous sentir en colère. Néanmoins, sa réaction émet un diagnostic complètement faussé, et c'est de ça dont on va parler juste après. Écoutez. Enseignante, qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ça, c'est de leur faute. Je suis désolée. C'est incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Tous les mois, il y a des profs assassinés. Je suis enseignante, il n'y a même pas de barrière à l'entrée pour détecter le métal. Rien. On est comme des cons face à des jeunes qui dérivent totalement. Je suis enseignante, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, donc on va faire 2 choses. Premièrement, on va revenir vraiment juste quelques minutes sur ces propos, parce qu'il faut revenir dessus, c'est important, et de rappeler ce que l'on sait, ce que la science nous permet de comprendre de la pratique du jeu vidéo, et même de façon plus générale du temps d'exposition aux écrans sur le développement psychomoteur, psychoaffectif des enfants, des adolescents. Puis ensuite, on va discuter de pourquoi en fait ce type de réaction apparaît aujourd'hui, et en quoi il pose problème. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de s'intéresser au temps d'exposition des mineurs aux jeux vidéo, bien évidemment qu'on s'était intéressé à leur temps d'exposition à la télévision. La télévision a précédé la démocratisation des consoles de jeux vidéo dans les salons de façon très nette. Et une des choses qui est quand même notable, c'est que quelles que soient les études que vous allez lire, quelle que soit leur fiabilité, leur sérieux, qui est mesuré la plupart du temps à la qualité de la revue dans laquelle elle a été publiée, du nombre de citations, etc., vous allez voir qu'il existe des disparités dans ces conclusions-là. Ça converge vers à peu près la même conclusion, mais il y a des disparités. Typiquement, entre 0 et 2 ans, là je parle pas de jeux vidéo, je parle juste d'écran, c'est déconseillé. Voilà, on met pas les enfants devant des écrans entre 0 à 2 ans. Il y a des études longitudinales qui ont montré que s'il y avait des temps d'exposition trop importants, il pouvait y avoir des troubles du développement psychomoteur, du langage, éventuellement des troubles de l'attachement également. Ce qu'ils considèrent comme en revanche normal, c'est si par exemple, maman elle est partie travailler pendant une semaine à l'étranger, faire des visios sur le téléphone ne semble pas poser de problème. Entre 2 et 5 ans, déjà il va y avoir une grande disparité dans les conclusions des chercheurs. Globalement, ce qui en est dit, c'est que c'est plutôt pas très bon. Voilà, les écrans, c'est pas très bon. Il n'y a pas de temps d'écran très précis. On peut pas vous dire c'est moins de 10 minutes par jour, c'est moins de 15 minutes. Mais ce qui a été observé, c'est que le visionnage prolongé de la télévision ou le fait d'avoir une télévision en fond dans une pièce en permanence peut entraîner des retards éventuellement de langage, un petit peu moins d'interaction sociale et moins d'habileté motrice fine. C'est ce que j'ai sous les yeux. Évidemment, je vais vous mettre les résultats de cette étude dans les commentaires si vous voulez les lire vous-même, bien évidemment. Ce qui est recommandé, c'est de ne jamais dépasser 1 heure par jour, mais en revanche, c'est là que c'est très intéressant, c'est que ce que la recherche explique aussi, c'est que si jamais la télévision est utilisée comme une sorte de support pédagogique de la part des parents un petit peu alternatif, sous-entendu, si vous regardez tous les matins 15 minutes de dessin animé avec votre enfant et que vous participez activement avec l'enfant lors de son visionnage, c'est-à-dire que vous lui dites qu'est-ce que c'est ça comme animal qu'on voit? Oui, très bien, c'est un chat, il est de quelle couleur? Il y a combien d'arbres derrière, etc. Là, d'un seul coup, vous avez des personnes qui disent on n'a pas fait d'études spécifiquement sur ces cas-là, mais il y a assez peu de raisons d'envisager que ça provoque un retard de développement. Assez peu de raisons d'envisager, ça veut dire qu'ils n'ont pas réellement de preuves d'information là-dessus. Et donc, c'est difficile aujourd'hui, vous voyez, de pouvoir dire avec précision les écrans c'est bien, les écrans c'est pas bien, les jeux vidéo c'est bien, les jeux vidéo c'est pas bien. En revanche, il y a quand même une tendance assez nette qui se dégage, à savoir qu'un temps
d'exposition long, souvent c'est 1 heure qui ressort, mais parfois j'ai lu 30 minutes par jour, parfois j'ai lu 1h30, très variable, entraînerait, enfin en tout cas serait corrélé parfois avec quelques troubles de développement psycho-affectif, du langage, psychomoteur, etc. Et concernant les jeux vidéo, en fait, malheureusement c'est un petit peu la même chose. Donc, je vais vous montrer les 2 études, les 2 méta-analyses qui semblent être les plus fréquemment citées et les plus sérieuses. Donc il y en a une première qui a été publiée en 2010, donc elle commence déjà à dater, qui dit les jeux vidéo violents et les effets sur l'agression, l'empathie, les comportements sociaux dans les pays occidentaux et les pays orientaux. Donc une méta-analyse. Et puis l'autre que je trouvais assez intéressante, enfin je trouve même passionnante aussi, elle date de 2007 aussi, elle date un tout petit peu. Le titre c'est Le Bon, La Brute et le Truand, grosso modo, donc le titre du film ça va me revenir, c'est pas grave. Une méta-analyse qui évalue les effets positifs et négatifs des jeux vidéo violents. Bon, voilà. Et je vais vous résumer un petit peu ce que ça en dit, et puis ce qui semble, on va dire, globalement s'en dégager, parce que c'est pas si simple que ça, de pouvoir être tout à fait affirmatif sur les jeux vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la littérature, elle a l'air très dense, très volumineuse. J'ai trouvé beaucoup d'articles, j'ai trouvé pas mal de méta-analyses aussi, donc j'ai essayé de prendre les plus, on va dire, celles qui ont l'air d'être les plus citées. Donc, voilà, parfait, je l'ai. Donc, grosso modo, ce que ces 2 méta-analyses semblent dégager, c'est qu'il existe effectivement une association, a priori très petite, très fine, mais plutôt stable dans les études qu'ils ont examinées, entre l'exposition régulière et fréquente à des jeux vidéo violents et, on va dire, des mesures générales d'agressivité, que ce soit des pensées agressives à l'encontre des autres ou à l'encontre de soi-même, des attitudes ou quelques comportements, mais la majorité de ces études-là, comme il le dit, ce sont des comportements qui sont rapportés, qui ne sont pas réellement observés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de corrélation directement, par exemple, entre des condamnations judiciaires, entre des crimes violents ou des crimes de masse. Et en revanche, la deuxième méta-analyse, elle est plutôt en désaccord avec ça. Elle explique que la plupart du temps, quand il y a des études qui sont faites là-dessus, la taille des échantillons et la robustesse de la méthodologie utilisée ne sont pas en fait suffisamment importants pour écarter les facteurs extérieurs, des facteurs qu'on appelle contextuels. Autrement dit, on ne peut pas faire un lien de causalité directe entre l'utilisation de jeux vidéo intensive et l'augmentation de comportements violents. On voit une petite association, mais il semblerait qu'il y ait beaucoup d'autres paramètres qu'il faille prendre en compte, à savoir le contexte social dans lequel l'enfant vit, qui semble, d'après certaines études que j'ai lues, que j'ai pas mises, mais que j'aurais pu mettre, qui semble quand même prépondérante, à savoir en fait si le jeu vidéo est quelque part une solution pour l'enfant pour s'éloigner des parents parce que c'est conflictuel, parce qu'il subit de la violence, etc. Eux, ce qu'ils en disent, c'est que c'est quand même délicat d'affirmer que c'est la pratique du jeu vidéo qui pourrait provoquer des comportements violents chez lui. Et donc, c'est une explication qui est fondamentalement insatisfaisante, profondément insatisfaisante, et donc on en est plutôt là, c'est-à-dire qu'a priori, ça converge vers quand même une donnée, ok, ça peut être corrélé à certains faits, on va dire, de pensée violente, ou éventuellement certains comportements violents, mais ça n'est pas suffisant pour pouvoir faire un lien de causalité directe, et surtout suffisant. On peut pas dire, ah bah c'est ça, c'est la pratique du jeu vidéo qui, on peut pas dire ça. Voilà, ça, il semblerait que ce soit, on va dire qu'il y ait des conclusions convergentes. Mais alors, quel est le problème avec ce qu'on vient de voir ? Pour moi, le souci avec ce qu'on vient de voir, c'est que, étant donné qu'on traverse une période à la fois où tout semble politisé et à la fois où les gens avec lesquels on partage du temps, nos collègues, parfois nos amis, semblent profondément dépolitisés, c'est que du coup, on est amené à chercher à des problèmes extrêmement complexes, déjà des solutions simples, simplistes, et des solutions émotionnelles plutôt que des solutions rationnelles. Moi, je comprends bien évidemment qu'une enseignante du collège dans lequel une de ses collègues a été poignardée, s'est retrouvée entre la vie. Je comprends qu'elle souffre d'une anxiété profonde, qu'elle soit en colère, et qu'elle dise ce genre de choses. Et derrière, vous avez malheureusement notre ministre de l'Éducation nationale qui sous-entend presque, qui se reprend, comme s'il y avait un petit lapsus qui lui avait échappé, qu'en fait on peut pas y faire grand-chose. Mais comment ça on peut pas faire grand-chose au fait de violence à l'Éducation nationale ? Comment se fait-il qu'on en soit là ? Comment se fait-il que les questions qui devraient être soulevées, à savoir comment on prend en compte d'une façon générale la problématique de la violence chez les mineurs en France ? Comment est-ce que les services d'aide à l'enfance et d'aide aux familles qui ont besoin d'être accompagnés pour accompagner un enfant qui aurait, je sais pas, des troubles du comportement, du caractère, comment se fait-il que ces services ne soient pas suffisamment financés ? Pourquoi est-ce qu'il manque du personnel éducatif ? Je ne parle pas que d'enseignants. On est en déficit d'enseignants partout en France, que ce soit en école maternelle, que ce soit en collège, que ce soit en lycée. Comment se fait-il que les personnels encadrants, donc autres que les enseignants, les surveillants, etc., manquent ?
Là, vous avez des enfants qui vraisemblablement disent que c'est quelque chose qui se disait. Donc, si vous voulez, c'est pas un secret, c'est pas un enfant qui a vrillé d'un seul coup dans sa tête. C'est un truc qui semblait prémédité d'après les dires, attention, c'est témoignages rapportés, hein, peut-être que tout est faux, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, on peut, en fait, proposer des solutions qui sont très concrètes. Bah non, en fait, le premier réflexe de ses collègues, c'est d'avoir une position très conservatrice et de dire, ils jouent aux jeux vidéo. Et c'est la faute, quelque part, des parents. Et je ne suis pas en train de minimiser l'importance d'une éducation qui soit évidemment non violente, d'une éducation qui soit aussi empathique que possible et empreinte d'amour permanente avec son enfant. Je ne suis pas du tout en train de minimiser le fait que ça, ce soit fondamental et que potentiellement, je n'en sais rien, c'est quelque chose que j'affirme sans jamais avoir rien lu dessus, mais je pense ne pas me tromper, ne pas être dans l'erreur, et potentiellement penser que ce type d'éducation met, on va dire, le plus de chances possible de côté pour que l'enfant développe le moins possible de troubles, je sais pas, psycho-affectifs, vous comprenez ce que je veux dire, qui serait potentiellement plus fréquent chez des enfants qui vivent dans des familles potentiellement dysfonctionnelles. Je dis pas ça. Ce que je dis, c'est qu'en fait, à force de déplacer systématiquement la responsabilité collective vers la responsabilité individuelle et de chercher des solutions qui sont systématiquement des solutions émotionnelles, de réaction, parce que cette affaire va être oubliée dans 10 jours. Et ensuite, qu'est-ce qui va changer? Plus rien, parce que les enseignants, dans l'éducation nationale, c'est des bons élèves, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont retourner travailler parce qu'ils sont quand même investis d'une forme de mission républicaine. Et ils se disent, il faut quand même qu'on continue à travailler parce qu'on est censé faire le lien entre eux, la République et eux. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va changer? Tant qu'on reste dans une ère un petit peu dépolitisée, comme ça, je pense que rien ne peut changer. Absolument rien. Il faut ramener de la question politique dans ces sujets-là. Il faut ramener de la question politique dans les questions progrès social. Et il faut, non pas regarder cette enseignante avec un œil un peu moqueur en se disant, voilà, encore quelqu'un qui dit que c'est les jeux vidéo qui rendent violents. Déjà, il semblerait qu'il y ait quand même quelques constatations qui montreraient qu'il y aurait des liens très faibles, très ténus, mais quand même pas totalement inexistants. Mais surtout, elle est dans un univers probablement dépolitisé où personne autour d'elle ne dit rien d'autre que de toute façon les parents savent pas éduquer les gamins, et les gamins aujourd'hui ils sont pas comme avant, et aujourd'hui ils savent pas se concentrer, machin. On a besoin de ramener de la politique dans notre vie de tous les jours, et on a besoin de militer pour des politiques qui semblent avoir compris que quelque part on a besoin qu'ils interviennent, on a besoin que la société interviennent justement dans le développement de ces enfants, interviennent auprès des familles en difficulté, interviennent auprès des services publics, etc., etc. On a besoin de ça. Sinon, on se retrouve avec ce type de discours qui sont des discours vides, quelque part. Voilà, des discours très émotionnels, qui ne disent pas grand-chose, et qui peuvent aboutir à des sujets de moquerie sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage, parce que ça mériterait qu'on prenne justement un petit peu ce temps, là, ce quart d'heure, 20 minutes, je suis désolé, c'est un peu long, qu'on prenne ce temps pour se dire, voilà, pourquoi on en est là, pourquoi on réagit de cette façon-là, et qu'est-ce qui nous manque pour essayer de proposer des solutions collectives potentiellement efficaces. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que c'est un peu long. Je ne pensais pas que je ferais autant de temps, je pensais que je ferais 7-8 minutes, voilà, comme souvent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je pense que je vais sortir cette vidéo le dimanche soir, puisque la vidéo de dimanche matin, comme elle est démonétisée, elle ne va pas être mise en avant par YouTube, donc voilà, personne ne va voir que j'ai fait une vidéo de dimanche. Je vais la sortir sûrement dimanche soir, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end. Voilà, prenez soin de vous et à demain. Oui, c'est bon, demain j'ai une vidéo encore en avance. Salut les amis.